Alors bonjour et bienvenue à ce nouveau cours de physique. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est un cours de physique mécanique beau. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer l'étude de la dynamique. Donc, dans la partie précédente du cours, on s'est préoccupé davantage de savoir comment décrire le déplacement des objets. Donc, on s'attardait à la cinématique. Maintenant, ce qu'on va commencer à étudier aujourd'hui, c'est la dynamique. Donc là, on va s'occuper d'essayer de déterminer ce qui cause le mouvement des objets. Puis comment est-ce qu'on peut évaluer, par exemple, l'accélération d'un objet à partir des forces qui agissent sur lui. Donc, le prochain sujet qu'on va étudier principalement, c'est ce concept de force. Donc, c'est de la mécanique newtonienne. Newton est celui qui a vraiment formalisé ça ici. On ne va pas tout de suite, de façon très abstraite, présenter les trois grandes lois de Newton. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va les introduire peu à peu, mais on va tout de suite commencer avec le concept de force. OK? Le concept de force, c'est quelque chose qui est quand même assez intuitif. Là, ok? Donc, ce qu'on veut dire par là, c'est, puis on l'écrit ici dans le texte, là, on dit chaque fois que vous poussez ou que vous tirez sur un objet, vous vous trouvez à exercer une force sur un objet. Ok? Euh, il y a déjà la première chose qui est intéressante de remarquer ici, c'est que pour qu'une force existe, on a besoin d'avoir deux objets. Donc, il y a toujours un objet qui va exercer une force, mais il y a un objet qui va subir une force. Donc, vous ne pouvez pas exercer une force dans le vide, puis il n'y a pas rien qui peut vous faire subir une force. Donc, il y a toujours deux objets d'impliquer. Pour qu'une force existe, vous avez besoin d'avoir une interaction entre deux objets. Par convention, par point de vue purement logique, on va dire qu'un objet exerce une force sur un objet B et l'objet B va subir la force qui est exercée sur lui par l'objet A. OK? On dit également que cette force-là est un vecteur. OK? Donc ça aussi, c'est important. Euh, la direction, autrement dit, dans laquelle la force va être exercée, va avoir une influence sur l'accélération résultante d'un objet, par exemple. On va voir. OK? Donc, on se souvient, un vecteur, il y a deux quantités qui caractérisent ça. Vous avez non seulement l'orientation qui est importante, mais une grandeur. OK? Donc, on va mesurer la grandeur de la force dans une unité, dans le système international, c'est les newtons. OK? Donc, le newton, c'est l'unité de mesure euh, de la force. OK? Euh, on donne un ordre de grandeur là, pour soulever une calculatrice ou un téléphone cellulaire ou peu importe. Là. Oh, OK. Donc, ça prend une force d'environ, il faut exercer une force d'environ de l'ordre du newton. OK? Alors que si vous soulevez pardon, un objet d'une centaine de kilos, vous allez devoir exercer une force d'environ 1000 newtons sans l'aide de machines simples. Sauf si on va y revenir plus tard. OK? Comme c'est un vecteur aussi, on vient de le dire, la direction est importante. Donc, il va falloir toujours indiquer l'orientation dans laquelle on exerce la force. Okay, ça peut être une orientation de façon très générale, par exemple vers le haut, vers le bas, mais ça peut aussi être un angle, par exemple, comme on va le voir là, quand on exerce des forces dans un plan cartésien, puis sur des plans inclinés, des choses comme ça. Je précisais, deux objets sont nécessaires pour qu'une force existe. L'objet qui exerce la force et l'objet qui subit la force. OK? Euh, on va parler assez rapidement de, par exemple, la gravité. Okay? Si vous êtes collé sur la Terre présentement, c'est que la force gravitationnelle, la gravité exerce une force sur vous. Okay? Donc, par exemple, vous avez la Terre ici. Okay? Et vous êtes, vous, à la surface de la Terre. Okay? Donc, si vous êtes à la surface de la Terre et que vous êtes retenu par la Terre, c'est parce que la Terre exerce sur vous une force qu'on appelle le poids d'un objet ou la force gravitationnelle. On va y revenir plus en détail. C'est une force qui est orientée vers le centre de la Terre. Donc, nous, ce qu'on va faire assez rapidement, c'est qu'on va commencer à étudier vraiment les schémas de force, donc comment tracer les forces sur des objets, mais ça, on va y revenir aussi en temps et lieu. Pardon. On dit au début, pour se familiariser davantage avec le concept des forces, on va se limiter aux objets qui sont en équilibre. Okay? Donc, on précise qu'un objet qui est en équilibre n'a pas d'accélération. Okay? Donc, qu'est-ce que ça veut dire en français? Un objet qui est en équilibre, on va dire que euh, objet en équilibre, excusez mon écriture, donc nécessairement,
l'accélération d'un tel objet est nulle. OK? Donc, intuitivement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on dit un objet immobile par rapport au sol, là, pour nous, un objet qui est immobile par rapport au sol, par rapport à nous, est en équilibre, de toute évidence. OK? Prenez, je sais pas moi, une chaise, la chaise sur laquelle vous êtes assise présentement, elle ne bouge pas. Donc, on va dire qu'elle est en équilibre, elle ne subit aucune force résultante. Euh, on précise qu'il n'y a pas d'accélération, puis on se souvient que l'accélération, c'est comment varie la vitesse. OK? Donc, tout ce que ça veut dire que les objets en équilibre sont des objets pour lesquels la vitesse ne varie pas. OK? Donc, un objet qui se déplace en ligne droite à vitesse constante, on va aussi dire qu'il ne subit aucune force. OK? Donc, l'exemple classique ici, c'est, je suppose qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui avez déjà pris l'avion au moins une fois dans votre vie. Qu'est-ce qui se passe quand vous êtes dans l'avion? OK? Est-ce Bon, supposons qu'on est avant le décollage, tout le monde est assis dans l'avion, tout le monde a hâte que ça parte. Vous êtes assis, vous êtes immobile, vous êtes en équilibre, vous ne ressentez aucune force anormale qui agit sur vous. OK? Au moment où le pilote accélère, là, vous allez ressentir une légère force être exercée sur vous. OK? Par exemple, vous allez ressentir le dossier qui va vous pousser dans le dos. OK? On va y revenir plus en détail. Ça, c'est une force de type normal. OK? Donc, de type, c'est une force qu'on appelle une force de type normal. C'est une force de contact en deux surfaces. Là, vous allez sentir que votre vitesse change. Vous accélérez. OK? À partir du moment où vous avez décollé, vous êtes monté, vous êtes rendu en altitude, puis le pilote s'est calmé, là, OK? Puis que vous roulez à vitesse constante à nouveau, ben, vous n'avez pas l'impression d'être en mouvement. OK? Donc, souvent, à moins de pogner des poches de turbulence, des trucs comme ça, là, vous êtes dans un avion. L'avion se déplace à 7, 8, 900 km/h, mais pourtant, vous n'avez pas l'impression d'être en mouvement. OK? Pourquoi? Parce que vous ne ressentez aucune force résultante sur vous. Vous êtes en équilibre. OK? Puis, pour être en équilibre, c'est ça qu'on précise. On dit qu'il faut que toutes les forces qui agissent sur un objet s'annulent les unes avec les autres. OK? On donne des exemples très concrets assez rapidement. Mais, donc, vraiment, le concept ici, c'est que si l'ensemble des forces qui agissent sur un objet s'annulent, cet objet-là va être en équilibre, puis n'aura pas d'accélération. On va voir plus tard qu'est-ce qui se passe dans le cas contraire où on abandonne cette hypothèse-là d'avoir des forces en équilibre. OK? Mais qu'est-ce qu'on veut dire par force résultante? OK? Donc, premièrement, on donne un exemple ici. On dit, supposons que vous avez deux personnes qui tirent sur une table. Donc, on regarde une table vue d'en haut ici. Puis on dit, une première personne exerce une force F1, une autre personne exerce une force F2. OK? Bon, les deux personnes ne sont pas super wise, là, OK, parce qu'ils tirent dans des directions différentes en plus, là, mais ça, passons. OK? On appelle la force résultante la force unique qui pourrait remplacer ces deux forces-là, puis en ayant le même effet sur la table. Donc, mathématiquement, on va utiliser la plupart du temps, là, ici on ne le fait pas, OK? Mais on va utiliser le symbole force résultante comme étant la somme des forces qui agissent sur mon objet. OK? Donc ça, c'est un symbole, c'est une lettre grecque qui veut dire somme, OK? Ou sommation. OK? Donc c'est la somme de toutes les forces qui agissent sur mon objet. Dans mon exemple, si j'ai les forces F1 et F2 qui agissent sur mon objet, je dirais que ma force résultante est simplement la somme de mes deux forces F1 et F2. OK? Évidemment, ici, il faut faire attention, notre objet ne sera pas en équilibre ici. Là. De toute évidence, les forces F1 et F2 ne s'annulent pas. Okay? Si vous êtes à la place de la table, il y a deux personnes qui vous tirent comme ça, vous allez bouger. Okay? Si vous ne vouliez pas bouger, il faudrait que F1 et F2, intuitivement, là, aient la même grandeur que des directions opposées, par exemple. Okay? Donc, si j'avais une force F1 qui était comme ça, puis une force F2 qui aurait la même grandeur puis qui serait orientée à l'opposé, ben, la force résultante ici serait égale à 0. Okay? Puis mon objet resterait immobile. Il serait en équilibre. Okay? Mais il resterait en équilibre. Il serait à tout le moins en équilibre. Okay? Donc, nous, ce qu'on se trouve à faire dans le fond, si vous remarquez ici, ça ressemble beaucoup à ce qu'on faisait dans la partie sur la cinématique où on additionnait les déplacements. Okay? Donc, on avait déjà vu en fait comment additionner des déplacements. Dans le fond,
il y avait deux façons de le faire. La première façon qu'on avait vue, c'était par la méthode graphique. Donc, on plaçait des déplacements successifs, par exemple. Donc, on disait, mettons, un premier déplacement, un second déplacement, un troisième déplacement, puis mon déplacement net, mon déplacement total, était la somme de mes déplacements individuels. OK? Donc, je disais mon déplacement total et la somme, wow, excusez, là, ça dérape un peu, et la somme de mes déplacements individuels. OK? Ben, ici, on va faire un peu le même principe. On n'utilisera jamais cette méthode graphique-là. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va toujours utiliser la méthode analytique que vous avez étudiée plus tôt dans le cours. Donc, dans la méthode analytique, ce qu'on se trouve à faire, c'est à additionner les composantes individuelles. Donc, prenez chacune des forces, dans notre exemple, les forces F1 et F2. Vous, par exemple, je vais revenir à. Je vais prendre notre exemple ici. Excusez. OK. Laisse-moi juste une petite seconde. Donc, comme je disais, on va prendre ça ici. On va additionner les forces F1 et F2. Autrement dit, on va prendre le vecteur F1, on va venir le reproduire ici, ajouter à celui-ci le vecteur F2, comme ça. Puis pour chaque vecteur, on va le décomposer selon X. On va imposer un système de coordonnées, décomposer en X et en Y chacun des vecteurs. Ça serait F2X, puis F2Y ici. Puis, si je veux trouver la force résultante en X, qu'est-ce que je vais faire? Ben, si je vais additionner mes composantes en X et ma force 2 en X. Okay, donc, j'additionne les composantes en X ensemble. Si je veux trouver la force résultante en Y, je vais me trouver à additionner les composantes en Y ensemble. Okay? Donc, traitons pardon, les composantes en X indépendantes des composantes en Y. Okay? Je vais essayer de vous faire une démo où on va vraiment voir que les composantes en X et en Y sont littéralement indépendantes les unes des autres, là. C'est pour ça qu'on les traite comme ça, mais on verra bien ce que ça va donner. OK? Pardon. OK. Donc, quand on veut passer par les composantes, ben c'est ça. Donc, on a déjà vu comment faire. On va faire tout de suite ensemble l'exemple numéro 1. OK? Pour vraiment illustrer ça. Donc, encore une fois, laissez-moi juste une petite seconde. Oh, excusez, j'ai perdu le son. Donc, on disait, prenons euh, ça ici, la situation suivante, puis on dit trouver la force résultante du système de force illustré ci-contre. Donc, ici, dans le fond, ce qu'on a, c'est qu'on a quatre forces indépendantes les unes des autres qui agissent toutes sur un seul objet. Puis nous, on aimerait trouver la grandeur de la force qui pourrait remplacer, une force unique qui pourrait remplacer l'ensemble de ces quatre forces-là. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est trouver la force résultante qui serait la somme vectorielle de mes quatre forces individuelles. OK? Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va traiter les composantes en X puis les composantes en Y indépendamment les unes des autres. OK? Donc, si je veux trouver ma composante résultante en X, OK? Qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais décomposer mon vecteur F1 en une partie en X, une partie en Y. Okay? Ce que je remarque, c'est que la partie F1X tire vers les X positifs. Donc, je vais mettre F1X positif ici. Okay? Je vais décomposer mon vecteur 2 selon X puis Y. Donc, attendez une seconde, je vais faire les deux en parallèle. Donc, ma composante Y tire vers les positifs, elle également. Donc, ça, c'est F1Y, F1X. En rouge, j'ai F2X, F2Y. Qu'est-ce que je remarque? Que ma composante F2 tire vers les X négatifs. Donc, moi, de la façon que je fais mes calculs, vous n'êtes pas obligé de le faire comme ça, mais moi, je vais toujours faire ça comme ça. Donc, je remarque que F2X tire vers les négatifs parce que mes forces en X sont positives quand elles pointent vers la droite. Donc, je vais mettre un moins, puis je vais toujours mettre les grandeurs de mes composantes positives. F2Y, elle tire vers les Y positifs.
Mon vecteur F3, lui, ben, tire vers les Y négatifs. Donc, directement, je n'ai même pas à calculer de composante en X puis en Y. Il n'y a aucune composante en X. Donc, on va mettre, je vais le mettre plus F3X, mais cette composante-là est nulle. OK? Puis, il tire vers les Y négatifs. Donc, moins F3Y. OK? Puis, je vais faire la même chose pour mon vecteur F4. OK? Donc, je vais le mettre en... Je peux avoir d'autres couleurs. Donc, OK. Donc, mon vecteur F4, lui, a une composante F4X, puis une composante F4Y, comme ça. Donc, mon F4X va être positif parce que la composante du vecteur force 4 qui tire le long de l'axe des X tire vers les X positifs. Puis la composante Y va être négative parce que la partie du vecteur F4 qui tire le long de l'axe des Y tire vers les Y négatifs. OK? Donc, ce qu'il me reste à faire ensuite, qu'est-ce que c'est? C'est de décomposer mes vecteurs individuellement pour trouver la grandeur des composantes individuelles. Donc, si je prends mon vecteur F1, ici, que je viens de tracer ici, qu'est-ce que je connais? Je connais sa grandeur, 300 newtons. Donc, ça, c'est mon vecteur F1. Il mesure 300 newtons. Ses composantes sont comme ça et comme ça. J'ai mon angle droit qui est ici, puis on donne l'angle de 37 degrés ici par rapport à l'horizontale. Donc, quand on veut décomposer des vecteurs, on se souvient ce qu'on faisait. On avait toujours un côté relié au cos, un côté relié au sinus. Okay? Donc, moi, je vais faire cosinus de 37. Le cosinus de l'angle de 37, par définition, le cosinus, c'est toujours le côté adjacent sur l'hypoténuse. Donc, ici, le côté adjacent mesure F1x. Mon hypoténuse mesure 300. C'est mon vecteur F1. Dans ça, on remarquera que quand on décompose des vecteurs, le vecteur est toujours l'hypoténuse. Okay? Les composantes sont toujours les parties perpendiculaires l'une à l'autre et le vecteur est toujours l'hypoténuse. Donc, ça me permet de trouver f1x qui est égal à 300 fois cosinus de 37 qui vaut 239,6 okay, newton. De la même façon, f1y serait égal à 300 fois sinus de 37. Si un côté qui est relié au cos, l'autre est relié au sin, ça me donne une composante qui mesure 180,5 newtons. Okay? Donc, je vais faire la même chose avec mon vecteur F2. Okay? Donc, mon vecteur F2 ici tire à 45 degrés de l'horizontale. Donc, j'ai mon vecteur F2 qui est comme ça. J'ai ma composante F2x qui est ici. Puis j'ai ma composante F2y qui est ici. Ces deux composantes-là sont perpendiculaires. Puis je suis à un angle de 45 degrés. La grandeur du vecteur F2 est de 200 newtons. Donc, qu'est-ce que je sais? J'ai un côté qui est relié au cos. C'est le côté adjacent F2x sur l'hypoténuse qui mesure 200. Donc, F2x va mesurer 200 fois cos de 45 qui vaut 141,4 newtons. Mon vecteur F2y, ma composante, pardon, F2y, elle, va mesurer combien? Ben, c'est un angle de 45, donc c'est un triangle isocèle. Vous allez remarquer, là, la physique, c'est excellent pour développer votre paresse, OK? Cosinus, comme c'est un angle de 45, c'est un triangle isocèle. F2x et F2y sont pareils, 141,4 newtons. Vous auriez pu prendre le sinus de 45 aussi, vous auriez trouvé la même chose. Mon vecteur F3 est un vecteur qui pointe directement vers le bas, qui mesure 150 unités. Donc, ma composante F3x, on l'avait déjà dit, c'est 0. Puis, ma composante de vecteur 3, le long de l'axe des Y, mesure 150. Puis, finalement, mon vecteur F4, OK, est comme ça. La composante, là, vous remarquerez, je le trace un petit peu différemment parce qu'on me donne l'angle ici. OK? Donc, ça, c'est mon côté Y. Puis ça, c'est mon côté X.
ici, si je regarde le cosinus de 40, de 30, excusez, qu'est-ce que ça vaut? Le cosinus de 30 au côté adjacent, f4y sur f4. Donc, f4y est égal à 250. Donc, ce côté-là mesure 250. 250 fois cosinus de 30. Donc, on remarque ici, le cosinus ne va pas toujours avec le x. OK? Donc, ça vaut 216,5. Puis de la même façon, le côté en x va être 250 fois sinus de 30, qui vaut 125. Donc là, j'ai tous les ingrédients que ça me prend pour évaluer mes sommes. Donc, si on regarde ça ici, f1x est égal à 239,6 moins f2x qui vaut 141,4 plus f3x qui vaut 0 plus f4x qui vaut 125. Ça me donne, on avait dit la force résultante en x qui vaut, excusez, là, je me retrouve dans mes notes, 223,2 newtons. Mes composantes en y maintenant. J'ai f1y plus f2y moins f3y moins f4y. Donc f1y est égal à 180,5. F2y 141,4. F3 c'est 150. Puis F4 216,5. Donc je trouve une force résultante en y qui a une grandeur égale à moins 44,6 newtons. Okay? Donc ça me donne les composantes de ma force Y, de ma force résultante, pardon. Si je veux tracer mon vecteur force résultante pour trouver sa grandeur et son orientation, ben, je sais que ma force résultante a une composante en X qui mesure 223,6 unités le long de l'axe des 2 le long de l'axe des X positifs, puis de moins 44,6, donc de 44,6 unités le long de l'axe des Y négatifs. Donc ça ici, ça va être ma force résultante. Puis ça ici, ça va être son orientation. OK? Ou grandeur de la force résultante. OK? Donc, quelle est la grandeur de ma force résultante? Bien, je sais que j'ai un triangle rectangle, donc la force résultante au carré va être simplement la somme des composantes au carré. C'est Pythagore. OK? Donc, je trouve une force résultante qui mesure 227,6. Puis, au niveau de l'orientation, je sais que c'est la tangente moins 1 de 44,6 du côté opposé sur le côté adjacent. Je trouve un angle de 11,3 degrés. Okay. Là, il faut faire attention parce que comme ma composante en Y pointe vers les Y négatifs, c'est sous l'axe des X positifs ici. Donc, on se souvient, quand on donne une orientation d'un vecteur, on doit toujours donner ça par rapport à un point de repère. Donc, ici, mon point de repère, c'est l'axe des X positifs. J'aurais pu le donner autrement. On se souvient aussi que dans un cercle trigo, on mesure toujours les angles positifs dans ce sens-là à partir de l'axe des X positifs. Donc, j'aurais pu dire, comme je me rends à 11,3 degrés ici, j'aurais pu dire que c'est 360 moins 11, donc environ 349 degrés ici. Okay. Cet angle-là est égal à 360 moins 11, donc essentiellement à 349 degrés. Okay. Quand je réponds juste un angle avec aucune précision, on prend pour acquis que cet angle-là est donné par rapport à l'axe des x positifs, okay, dans le sens anti-horaire. Donc, voici comment décomposer des vecteurs. C'est rien qui devrait vous surprendre. Là. On a fait ça dans le cas des déplacements plus tôt dans la session. Okay? Donc, à l'exemple 2, ben, on vous donne quelque chose de similaire. Okay? Ici, on vous dit, voici
euh, trois forces qui sont appliquées sur un même objet. Ok, laisse-moi une petite seconde. Donc, excusez. Ok. Donc, voici mon système de force. On vous demande de trouver la grandeur et l'orientation de la résultante. Ça, c'est exactement le même exercice que vous venez de faire précédemment. Donc, je vais vous laisser le faire. La réponse qui est indiquée dans le manuel nous dit que la force résultante en X, donc la composante en X de la force résultante, pardon, j'ai pas ces composantes, excusez, j'ai juste la grandeur de la force résultante est égale à 5,01 newton, puis que son orientation θ est égale à 127 degrés. OK. Donc, ça veut dire que ma force résultante, c'est un vecteur qui est ici comme ça, puis qui mesure 5 newtons. OK. Donc, ça, c'est ma force résultante quand j'additionne F1, F2 et F3. OK. Graphiquement, juste pour vous indiquer, ça voudrait dire si je prends mon vecteur F1, que je viens y ajouter le vecteur F2. Voilà, c'est passé pas à l'échelle, c'est ça. Ça marcherait pas. Attends une seconde. Que je viens y ajouter mon vecteur F2 qui mesure 10 unités, puis après j'ajoute mon vecteur F3. Ça me donne un vecteur force résultante qui est ici. Ok. C'est un petit peu confus, là. Excusez, j'aurais dû faire ça un petit peu plus grand. Mais c'est pas grave, là. Ok, pour l'instant, c'est juste ça qu'on se trouve à faire. Ok, donc additionner mes trois vecteurs F1, F2, F3, je trouve un vecteur force résultante qui mesure 5 unités qui est orienté à 127 degrés de l'axe des X positifs. Ok. En B, on nous demande, là c'est un petit peu plus touché, on nous dit quelle force faut-il ajouter au système pour que cette nouvelle force résultante soit de 7,21 degrés à 3, newton pardon, à 326,3 degrés. Donc, nous, ce qu'on sait, c'est que il y a deux façons de le faire. Là. Pour faire suite à la première question ici, on va devoir, pour trouver la réponse à la première question, on devrait décomposer F1, F2 et F3. Okay? Ça me donne cette force résultante-là ici, qui mesure essentiellement, vous remarquerez, là, 3 unités le long de l'axe des X négatifs, puis 4 unités le long de l'axe des Y positifs. C'est pour ça que ça me donne 5 degrés ici. Puis, si mon angle est de 127, je trouve un angle de 53 degrés ici. Okay. Nous, ce qu'on veut faire, c'est on veut trouver une nouvelle force telle que on cherche une force F4 en B telle que la force 1 plus la force 2 plus la force 3 plus la force 4 me donne une nouvelle force résultante, ok, qui, elle, mesurerait 7,21 orientée à 326,3 degrés. Ok. Donc, ma force de 7,20, on cherche, nous, maintenant, celle-ci. OK? Parce qu'on nous connaît F1, F2, F3, on nous impose une nouvelle force résultante, puis on cherche la force 4 qu'il faudrait ajouter à ces trois premières. OK? Donc, euh, je sais que ma force... bon, deux choses. Je sais que selon X, par exemple... OK, non, excusez. Je vais commencer par décomposer la force résultante que je cherche. OK? Donc, moi, si je parle d'une force de 7,21 à 362,3, c'est que je cherche une force qui est orientée à 270 plus 80, donc à moins, qui est à 33 degrés sous l'axe des X. Donc, ma nouvelle force résultante ici, que, euh, que je vais indiquer ici, OK? Donc, elle serait comme ça ici. Puis l'angle là ferait 362,3, donc l'angle ici ferait 360 moins 326. Mathieu, 326,3.
Donc, mesure 33,6 degrés. 7 degrés environ. « 26,7 degrés. Voyons. Excusez là. Je suis un peu confus. Pas 300. On veut 326,3. Donc si je fais 360 moins 326,3, ça me donne 33,7. Ok, c'est ça que je cherche ici. Donc l'angle qui est ici fait 33,7 degrés. Donc ma force résultante fait 7,21 newtons, puis est orientée à 33,7 degrés sous l'horizontale. Ok? Donc ça, c'est ma force résultante en X. Ça, c'est ma force résultante en Y. Ma force résultante en X vaut combien? Ok? Ben, le cosinus de 33,7 est égal à F résultante en X sur 7,21. Donc, ma force résultante en X, on se souvient, là, je l'appelle aussi somme des forces en X, vaut 6 newtons, alors que la force résultante en Y, elle, vaut 7,21 fois sin de 37, 33,7. Elle vaut 4,34 newtons. OK? Donc, si je reviens à ça ici, on se souvient, dans une équation vectorielle, on a toujours deux équations qui sont cachées. OK? On a la somme des forces en X, qui est égale à F1x plus F2x. Donc, ma force résultante, c'est F1x plus F2x. Si on remarque, F3 va à l'X négatif, plus mon F4x que je cherche. Puis la force résultante en Y, elle, c'est quoi? C'est F1y moins F2y plus F3y est égal à 0. Là. OK. Parce que la force F3, c'est directement selon l'axe des X négatif. Et j'ajoute un F4y. Et je veux que la résultante en X me donne 6 et que la résultante en Y me donne moins 4,34 parce qu'on veut que la force résultante en Y tire vers les négatifs. OK? L'affaire, c'est qu'on sait déjà que mon ancienne force résultante, OK, de la réponse à A, OK, c'est un vecteur qui fait 3 unités vers les X négatifs puis 4 vers les Y positifs. Ça veut dire que ça ici, ça vaut moins 3, puis que ça ici, ça vaut 4. OK? Donc, qu'est-ce que j'ai? J'ai moins 3 plus F4x est égal à 6. Puis j'ai 4 plus F4y est égal à moins 4,34. Donc, je peux trouver que ma force x, ma force 4, une composante en x qui mesure 9 unités, pendant que ma composante, c'est pas une force résultante, c'est ma force 4 en y, mesure moins 8,34, moins 8,3 newton. Donc, à mes forces 1, 2 et 3, je dois ajouter une force 4 qui mesure 9 unités le long de l'axe des X positifs, puis moins 8,3 le long de l'axe des Y négatifs, ce qui me donne une nouvelle force 4 qui mesure racine de 9 à la 2 plus 8,3 à la 2. Donc là, ici, j'ai juste fait Pythagore pour trouver la grandeur. Ce qui me donne une grandeur de 12,3 à peu près là, newton. Puis je trouve une orientation qui est la tangente moins 1 de 8,3 sur 9 qui me donne environ 42 degrés. OK. Donc sous l'axe X positif ou encore un angle total de 360 moins 42 égale 318 degrés
par rapport à l'axe des X positif. OK? Donc là, la grandeur de la force qu'il faut que j'ajoute, puis son orientation. OK? Ça, qu'est-ce que ça va me permettre de faire? Ça va me permettre. Excusez. Ça va me permettre d'avoir une force résultante, une nouvelle force résultante qui va mesurer 7,2 newtons puis qui va être orientée comme ça. OK? Donc, autrement dit, j'avais, là, on se souvient, là, en bleu, c'est la somme de mes trois forces F1, F2 et F3. OK? Donc, ce qu'on vient de dire, c'est qu'il faut ajouter une force F4, OK, qui mesure 9 unités comme ça, puis 8,7 unités comme ça, donc qui mesure quelque chose comme ça. Ça, c'est ma nouvelle force F4, telle que ça plus ça me donne la force en bleu, plus la force en vert me donne la nouvelle force en mauve que je cherche. OK? En C, on dit quelle force devrait-on ajouter à ce système pour que la résultante soit dans la direction et dans le sens de F3 et mesure 10 newtons. Donc là, ici, on a une force résultante, on se souvient, qui mesure 5 newtons comme ça, qui est orientée à 127 degrés de l'horizontale. Puis on veut y ajouter une nouvelle force F4 ou F5, appelez-la comme vous voulez, de sorte que ça me donne une force résultante ici comme ça, qui soit orientée de la même façon que F3, mais qui mesure maintenant 10 newtons. OK? Donc moi je cherche la force en vert ici, que je dois ajouter. OK? Donc la force en bleu, on veut que la force en rouge soit la somme de la force en vert, qui est notre nouvelle force qu'on cherche. Je vais l'appeler F5 juste pour la distinguer de ce que j'utilisais comme F4. Puis de ma force résultante à la question A ici. Là. OK. Donc cette force-là va avoir pardon, une grandeur en X de moins 10 unités. Notre force on va trouver la composante de notre force 5 en tenant compte du fait que déjà notre composante résultante ici, elle valait moins 3 le long de l'axe des X. Okay? Donc, il faut que ma force F5X soit égale à quoi? Moins 7. Okay? Moins 7 newtons. Autrement dit, j'avais déjà moins 3, je vais me rendre à moins 10, mais il faut que je recule de 7 encore. Okay? Puis, pour ma composante en Y, ben, ma composante en Y, on veut qu'elle mesure 0. Okay? J'avais ma force en c'est la somme de cette force mystérieuse en Y, puis de ma force précédente qui mesurait 4 newtons. Donc il faut que ma force mystérieuse en Y mesure moins 4 unités. Okay? De façon à ce que quand j'additionne celle-ci, les deux ensemble, ça me donne 0. Donc ma force mystère doit mesurer 7 unités comme ça, puis 4 unités comme ça. Donc je vais trouver la grandeur en faisant, ça c'est ma force F5. Donc la grandeur de F5, c'est racine. F5 à la 2 vaut 4 à la 2 plus 7 à la 2, donc 16 plus 49, donc 65. Donc la force F5 mesure racine de 65 qui vaut 8,1 environ. Okay. 8,06. Puis l'orientation, c'est la tangente inverse de 4 sur 7. Donc 4 c'est par 7, tangente inverse, 30 degrés environ. Sous l'axe X négatif. Donc ça c'est la grandeur. Ouf, fais attention, des unités. Une force, n'importe quelle grandeur en physique a toujours une unité. Puis ça c'est l'orientation de ma force. OK. OK. Maintenant, on va s'attarder aux différents. Tout ça, c'est juste pour s'habituer à manipuler des forces, revenir avec les vecteurs. Vous allez voir, en fait, ce qui va se trouver à faire, c'est qu'on va trouver à décomposer plus souvent des vecteurs qu'on le faisait
précédemment, là. Donc, on va vraiment décomposer beaucoup plus régulièrement des forces. OK? Les différents types de forces qu'on va étudier. OK? On va étudier 4 types de forces. On parle de poids, de tension, de normal et de frottement. OK? C'est quoi les types de forces? Donc, si on se concentre sur les poids au début, OK? Donc, qu'est-ce que le poids d'un objet? OK? Mais le poids d'un objet, c'est une mesure de la force d'attraction gravitationnelle que la Terre exerce sur un objet. OK? Donc, on va parler souvent de force gravitationnelle ou juste de gravité. OK? La grandeur que cette force-là prend, OK? C'est toujours facile à calculer. C'est la masse fois G. OK? Où G est l'accélération d'un objet en chute libre. OK? Ça, on va revenir pourquoi. OK? Puis on va voir comment on peut le mesurer. Donc, ça apporte, pardon, une certaine confusion. OK? Parce que ici, on a le poids d'un objet. Puis ici, on a la masse d'un objet. OK? Donc, nous, dans notre vie de tous les jours, on a tendance à utiliser le poids puis la masse comme étant deux quantités analogues ici. OK? Ça, c'est l'accélération gravitationnelle d'un objet en chute libre. OK? En chute libre. OK? Donc, c'est 9,8 mètres par seconde carré. OK? Donc, nous, dans notre expérience quotidienne, le poids et la masse, on utilise ça de façon souvent interchangeable. OK? Mais il faut faire très attention parce que le poids, formellement, là, le poids d'un objet, c'est une force. OK? Donc, on devrait mesurer le poids d'un objet en newton. OK? Mais on a tendance souvent à parler du poids d'un objet en kilogrammes. OK? C'est ça un des gros problèmes ici. OK? Donc, ça, c'est une force. Ça, c'est une force et ça se mesure en newton. OK? La masse, c'est pas une force. OK? La masse d'un objet, qu'est-ce que c'est? C'est une mesure de l'inertie d'un objet. OK? Ça, c'est un concept sur lequel on pourrait jaser longtemps. Ça se mesure en quoi? Ça se mesure en kilogrammes. OK? Donc, c'est quoi la différence entre les deux? OK? Ben, imaginons que vous rendez à la surface de la Lune, je sais pas, demain. OK? Demandez-moi pas comment, là, c'est pas ça le point. Qu'est-ce que vous changerez? Qu'est-ce qui ne changerait pas? OK? Ben, on sait que la gravité à la surface de la Lune est plus faible qu'à la surface de la Terre. OK? Parce que la masse de la Lune est plus faible que la masse de la Terre. Donc ça veut dire que si vous laissez tomber un objet sur la Lune, il va tomber plus doucement qu'il ferait à la surface de la Terre. Comme G serait plus petit à la surface de la Lune, ben ça voudrait dire nécessairement que le poids d'un objet est plus faible à la surface de la Lune. Donc le poids de l'objet va changer dépendamment d'où vous vous trouvez dans l'espace. OK? Euh, la masse, elle, c'est une mesure de l'inertie d'un objet. Qu'est-ce que c'est que l'inertie? L'inertie, c'est la propriété qu'ont les objets à résister à des variations de vitesse. Là, celle-là, on va la réécouter une couple de fois. Mais je ne veux pas trop insister là-dessus, c'est très abstrait au début, puis en même temps, c'est très très pratique, là. Euh, Imaginez que ça correspond à la quantité de matière qu'il y a dans un objet. Ça, autrement dit, si votre corps se retrouve à la surface de la Terre versus à la surface de la Lune, c'est le même corps qui contient les mêmes atomes, qui va avoir la même masse. Donc, votre masse ne changera pas, elle, si vous êtes à la surface de la Terre ou si vous êtes à la surface de la Lune. OK? Votre poids, lui, va changer. OK? On mesure toujours le poids d'un objet en newton parce que c'est une force. On mesure toujours la masse d'un objet en kilogrammes parce que c'est la mesure de l'inertie d'un objet. Là, vous allez me dire, ouais, mais attends un peu. Moi, ma balance chez nous, quand je monte dessus, elle m'affiche mon poids en kilogrammes. OK? Là, on tombe dans tout de suite des affaires un petit peu touchées. Euh, la balance, elle ne mesure pas votre masse en kilogrammes directement. OK? Qu'est-ce qu'elle mesure la balance quand on y pense un petit peu? Ben, quand vous êtes debout sur la balance, OK?
puis je veux pas vous mêler là, mais c'est important d'en discuter comme il faut. Mettons que vous êtes sur une balance chez vous, OK? Comment ça fonctionne une balance? Ok, tu sais, c'est le genre de questions qu'on se pose pas le matin quand on se lève là. OK? Vous êtes debout sur la balance. OK? Ben, vous exercez une force sur la balance. OK? Étant debout sur la balance, là, mettez-vous à sa place, là. Qu'est-ce qu'elle se dit? Elle se dit, ouais, encore l'autre qui est monté sur moi. OK? Donc, la balance, elle sent qu'il y a quelqu'un qui pousse contre elle. OK? Donc, si je regarde les forces, appelons ça la personne puis la balance. OK? Ici, il va y avoir une force exercée sur la balance par vous. OK? Vous allez pousser sur la balance. Donc, ça, c'est une force exercée sur la balance par la personne. C'est la notation qu'on va utiliser. Une force exercée sur un objet par un autre objet. OK? Ça, c'est force exercée sur B par personne. OK? La balance, est-ce qu'elle va se faire? La balance, elle ne se met pas à bouger soudainement. OK? Donc, elle va pousser contre vos pieds. OK? Avec une force de grandeur égale puis de direction opposée. OK? Donc, elle va réagir en exerçant une force dans l'autre sens pour que tout ça reste en équilibre. OK? Donc, elle va mesurer quoi? Elle va pousser contre vos pieds. Donc, si je regarde sur la personne, ben, il va y avoir une force. Vous allez ressentir une force qui est une force exercée sur la personne par la balance. OK? Cette force-là va avoir la même grandeur que la force que vous exercez sur la balance. OK? Donc, si vous êtes appuyé sur la balance puis que vous exercez une force de 1000 newtons sur la balance, ben, la force va réagir en exerçant sur vous une force de 1000 newtons dans l'autre direction pour que ça reste en équilibre, pour que le système constitué de vous et la balance restiez en équilibre. OK? On va revenir sur toutes ces notions-là, je vous promets. OK? Euh, mais vous, si on regarde les forces qui agissent sur vous, OK? Puis on prend juste vous, OK? Qu'est-ce que vous ressentez comme force quand vous êtes debout sur la balance? OK? Oui, vous ressentez la balance qui vous pousse dessus. OK? Mais pourquoi la balance, ça vous pousse dessus? OK? S'il y avait juste la force sur la personne exercée par la balance, ben, vous n'auriez un problème. OK? Vous seriez en train de décoller, littéralement. OK? Donc, vous avez quelque chose qui vous pousse par en bas, vous allez décoller. Mais de toute évidence, quand vous êtes debout sur votre balance dans votre chambre, vous ne décollez pas. OK? Pourquoi? Parce que la Terre vous attire. On revient à ça. OK? Donc, la Terre vous attire. OK? La Terre qui est ici, elle vous attire. Elle exerce sur vous une force gravitationnelle qu'on appelle le poids. Si, lorsque vous êtes debout sur la balance, vous êtes en équilibre, comme d'habitude, quand vous êtes debout sur votre balance dans votre salle de bain, vous n'êtes pas en train de bouger nécessairement. Qu'est-ce qu'on en conclut? Que la force exercée par la balance a la même grandeur que votre poids. OK? Donc, qu'est-ce que la balance se trouve à faire? La balance se trouve à mesurer indirectement la grandeur du poids, OK? La grandeur de la force que vous subissez exercée par la Terre. Donc, la balance réagit en poussant avec une force égale à votre poids. Elle détermine votre poids. Puis, la balance, elle triche, OK? Parce que la balance, elle mesure une force en newton. Elle va faire le contraire. Donc, au lieu de montrer la valeur de P, elle va diviser par 9,8 pour vous afficher la valeur de la masse. Donc, quand vous montez sur une balance, elle va vous afficher une valeur en kilogrammes. Bon, OK, il y a des balances en livres, là, ça, c'est la plupart même là, au Québec, parce qu'on est un peu weird. On travaille avec des balances qui fonctionnent en livres. Mais la balance travaille en prenant la force qui est égale à votre poids, en divisant cette force-là par 9,8 pour afficher la masse. Donc ici, ce qui nous reste, c'est qu'on va prendre, on dit que mg est égal à P, donc on va diviser par G de part et d'autre. Donc la masse est égale à votre poids en newton divisé par 9,8, puis ça vous affiche une valeur en kilogrammes. OK? Ce que ça veut aussi dire, si on y pense un petit peu, ça veut dire que si vous prenez votre balance puis que vous allez à la surface de la Lune, qu'est-ce qui va se passer? OK? Ben, elle ne fonctionnera pas super bien, votre balance. OK? Pourquoi?
Parce qu'on se souvient, on avait déjà dit, comme l'attraction gravitationnelle est plus faible à la surface de la Lune, ok? Qu'est-ce qui va se produire si vous prenez la même balance, ok? Ben, vous allez exercer une force plus faible sur la balance parce que la Lune exerce sur vous une force plus faible. Donc, vous allez réagir en exerçant une force plus faible sur la balance. La balance, elle, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va pardon, réagir en exerçant sur vous une force plus faible. Donc, elle va mesurer une force plus faible. Si vous prenez votre même balance que vous avez chez vous puis que vous le divisez par 9,8, vous allez obtenir une masse plus faible. Donc, au lieu de peser l'équivalent, mettons, je sais pas, de 100 kg à la surface de la Lune, vous pèseriez juste 16 kg à la surface de la Lune. Ben, vous n'avez pas perdu 80% de votre masse là, en montant à la surface de la Lune. Votre poids va être plus faible, mais pas votre masse. OK. Donc, c'est pas mal des subtilités, là, mais c'est important de bien comprendre vraiment le poids est une force qui est exercée par la Terre sur n'importe quel objet qui a une masse m. On dit l'intensité du poids est toujours ok, une force de grandeur P égale à la masse fois G, où la masse est en kilogrammes, puis le G c'est 9,8 mètres par seconde carré. Puis le poids d'un objet est toujours orienté vers le centre de la Terre. Ok? Donc directement vers le bas. Donc que vous soyez sur un plan incliné ou sur une table ou sur une surface horizontale, quand vous êtes sur une surface horizontale, votre poids tire vers le centre de la Terre. Quand vous êtes debout sur un plan incliné, le poids tire vers le centre de la Terre également. Ok? Donc le poids tire toujours vers le centre de la Terre littéralement. Ok? Quels sont, donc ça va faire, on va revenir à tout ça. Ok? Donc, quels sont les autres types de forces? Ben, on parle des tensions. Ok? Donc, on dit une tension, c'est quoi? C'est une force exercée par une corde. Ok? Donc, imaginez que vous êtes suspendu par une corde. Ok? Je ne veux pas dire pendu par une corde, là, mais ok? Euh, pourquoi, pourquoi vous ne tombez pas, autrement dit? Ok? Mais si on regarde les forces qui agissent sur vous et uniquement sur vous, on vient de le dire, il y a le poids qui vous attire vers le centre de la Terre. Ok? Mais si vous vous pendez au bout d'une corde, ok? Puis que vous êtes en équilibre, s'il y a une force qui vous attire vers le haut, il faut nécessairement qu'il y ait une force qui vous retienne vers le. Si vous avez une force qui est le poids qui vous tire vers le bas, vous devez nécessairement subir une force qui est orientée vers le haut. C'est quoi cette force-là? Okay? Mais cette force-là, ça va être la tension dans la corde. Donc la corde va vous tirer dessus. Okay? Elle va exercer une force qu'on appelle une tension. Okay? Donc, on dit c'est une tension, c'est une force qui est exercée par une corde. On dit la grandeur ou l'intensité, on dit même valeur sur toute la longueur de la corde. On va y revenir dans 2 secondes. Puis l'orientation, c'est le long de la corde, parallèle à la corde, en s'éloignant de l'objet. Donc, on ne va jamais regarder les forces qui agissent sur la corde directement. Okay? On va regarder toujours les forces qui sont exercées par la corde sur d'autres objets. Okay? Donc, nous, c'est ça qu'on va se trouver à faire. On va avoir des situations complexes avec des objets rattachés par des cordes. Ce qu'on va se dire, c'est qu'on va isoler les éléments du montage, puis on va regarder les forces qui agissent sur les objets. Donc, souvent, il va y avoir des cordes qui vont tirer sur les objets. La force va toujours être parallèle à la corde et tirer sur l'objet. Okay? On dit que l'intensité de la corde, la tension est partout sur la longueur de la corde. Excusez. Une façon de s'en convaincre, c'est imaginer que je regarde en détail la corde qui est ici. OK? Puis, une des choses qu'on va voir assez vite, c'est que quand on fait de l'analyse, puis que ma corde est en équilibre, mettons que mon bonhomme est suspendu au plafond, pour ne pas dire pendu au plafond, OK? Puis qu'il est en équilibre, il est immobile, OK? C'est vraiment... bon, en tout cas. Ben, je peux regarder les forces qui agissent. Tu sais, ce bonhomme-là est en équilibre, là. Mais tu sais, son bras est en équilibre, sa tête est en équilibre, la corde est en équilibre, un bout de corde arbitraire est en équilibre. OK? Puis moi, si je regarde ce bout de corde-là, OK? Puis mettez-vous à la place du petit bout de corde qui est ici. OK? Qu'est-ce que vous ressentez comme force? OK? Ben, vous ressentez essentiellement deux forces. OK? On va négliger, en fait, là, c'est la partie. Tu sais, une corde, généralement, c'est assez léger.
OK? Puis la tension qui est dedans peut être très grande. Donc, généralement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste complètement négliger le poids de la corde. Donc, ça, c'est une affaire aussi qui est spéciale. En physique, ici, on va toujours travailler avec des genres de cordes idéales qui n'ont pas de masse. OK? Donc, la corde est toujours masse égale à zéro. Donc, comme ça, elle n'a pas de poids, en fait. Mettez-vous à la place du petit bout de corde qui est ici. Qu'est-ce que vous ressentez comme force? Ben, vous ressentez quoi? Vous ressentez qu'il y a une corde qui vous tire vers le haut, OK? Avec une certaine tension qu'on va appeler T1. OK? Donc, vous êtes tiré vers le haut par la corde. Puis, vous sentez aussi qu'il y a un bout de corde qui vous tire vers le bas. Donc, c'est ça qu'on veut dire par la tension, c'est une force qui tire toujours sur les objets. OK? Mettez-vous à la place du bout de corde, vous êtes en train d'être écartelé entre deux cordes, une qui vous tire vers le haut, une qui vous tire vers le bas. Supposons que les deux tensions soient différentes. OK? Donc, mettons que T1 est plus grande que T2. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la tension vers le haut serait plus grande que la tension vers le bas. Donc, vous ressenteriez une force nette qui vous tirerait vers le haut. Mais ça ne marche pas parce qu'on vient de dire que ma corde est en équilibre. Donc, T1 ne peut pas être plus grand que T2 parce que sinon le bout de corde s'en irait vers le haut. Mais de la même façon, T2 ne peut pas être plus grand que T1 parce que si T2 était plus grand que T1, mon bout de corde s'en irait vers le sol. Si ma corde est en équilibre, si la corde est en équilibre, puis elle va l'être toujours, ben nécessairement, on conclut que T1 et T2 ont la même grandeur. Donc, on va appeler ça la tension T dans une corde, tout simplement. Donc, la tension, la grandeur de la tension dans une corde est partout la même à chaque endroit dans la corde. Elle mesure toujours T. OK? Elle peut changer. Si vous avez plusieurs cordes, c'est sûr que chaque corde va avoir sa propre tension. Si vous avez des nœuds dans des cordes, la tension peut changer aussi. Mais si vous avez des cordes qui sont attachées les unes aux autres, pardon, je devrais plutôt dire pour être précis. Mais a priori, la tension est toujours la même dans une corde. Puis on ne regardera jamais les forces. Là, je l'ai fait, là, mais on ne fera jamais regarder les forces sur la corde. On va toujours regarder les forces exercées par la corde sur d'autres objets ici. OK? On parle ensuite des forces normales. Qu'est-ce que c'est qu'une force normale? Ben ça, c'est une force de contact entre deux surfaces. OK? Donc, imaginez que vous avez vous qui êtes debout sur le plancher. OK? Ce qu'on vient de dire, c'est quoi? Que vous êtes attiré vers le centre de la Terre par une force gravitationnelle qu'on appelle le poids. Mais s'il y avait juste cette force-là, vous seriez en train de tomber vers le centre de la Terre. OK? Imaginons que vous êtes en parachute ou vous venez sauter d'un avion. OK? Eh bien, vous êtes attiré vers le centre de la Terre par le poids. Il n'y a aucune force qui vous empêche de tomber, donc vous allez accélérer vers le centre de la Terre. Si vous êtes debout sur le plancher, qu'est-ce qui se passe? Ben, vous avez toujours la même force qui vous entraîne vers le bas. Mais maintenant, pour vous garder en équilibre, il faut qu'il y ait une force qui vous pousse vers le haut. OK? Dans notre exemple simple ici, il faut que cette force-là ait la même grandeur que le poids, mais qu'elle soit orientée dans une direction différente. Il faut que la force soit orientée dans l'autre direction. Ben, ça va être une force normale. OK? Donc, une force normale, c'est une force qui est euh, toujours perpendiculaire aux surfaces, là, OK? Qui est exercée chaque fois que deux surfaces sont en contact l'une contre l'autre. Il va y avoir une force normale qui va apparaître. OK? Donc, ces forces-là sont toujours perpendiculaires aux surfaces, puis vont toujours s'éloigner des surfaces. Donc, si on regarde les forces ici, là, c'est vraiment les forces qui agissent sur la personne. OK? Ben, ça, c'est la normale, c'est une force exercée par le plancher sur la personne. Donc, c'est aussi important de remarquer, par exemple, là, ça fait une couple de fois que je le fais, je vais regarder les forces, mettons ici, qui agissent juste sur la personne. OK? Donc, il y a deux forces. Il y a le poids, qui est une force exercée sur la personne, évidemment, par la Terre. Puis ici, on a la normale, qui est une force exercée sur la personne par le plancher. OK? Donc, si vous remarquez ici, ce qui est important, c'est que si je regarde les forces qui agissent sur un objet, je vais regarder toujours un objet, puis je vais regarder les forces qui agissent de l'extérieur sur cet objet-là. Donc, quels sont les objets de l'extérieur de lui qui vont agir sur cet objet-là? OK? Donc ici, si je regarde les forces qui agissent sur ma personne, j'en ai juste deux. J'ai la normale puis j'ai le poids. C'est tout. OK? Ça, c'est une force exercée sur la personne par le plancher. Ça, c'est une force exercée sur la personne par la terre. OK?
Donc, elle va être perpendiculaire aux surfaces, puis elle s'éloigne de la surface, qui exerce la force. On va aussi parler de frottement. On dit c'est une force exercée par une surface rugueuse qui s'oppose au glissement d'un objet. Donc, maintenant, imaginons que mon individu, ici ma personne, se retrouve sur un plan incliné comme ça. OK? Donc, mettons que au lieu d'être à l'horizontale, je me trouve sur un plan incliné. OK? Ben, quelles sont les forces qui agissent sur lui? Ben, on vient de le dire, il y a le poids qui est une force qui tire vers le centre de la Terre. OK? On a quoi? On a la force normale qui est la force exercée par la surface qui pousse contre la personne. OK? Pour vous empêcher de passer à travers le plan incliné, il y a une force que le plan incliné va exercer sur vous qui est une force normale. OK? Mais si j'avais juste ces deux forces-là, j'aurais un problème. OK? Pourquoi? Mais je ne pourrais jamais être en équilibre. Parce que si je regarde la somme vectorielle de mes deux forces, ça me donnerait toujours une force résultante ici différente de 0. Okay? C'est impossible d'additionner P et N de façon à ce que ça donne 0. Okay? Les deux vecteurs ne pointent pas dans la même direction. Okay? Donc vous auriez beau ajuster la grandeur de N, ajuster la grandeur de P, ça ne donnera jamais 0. Donc qu'est-ce qu'on en conclut? Qu'il faut qu'il y ait au moins une force additionnelle pour me garder en équilibre. Cette force-là, si je me fie à mon schéma qui est ici, quelle allure faudrait qu'elle aille? OK? Ben, si ma force résultante tire vers le bas, il faudrait que la force mystère tire vers le haut. Mais ça va être une force de frottement. OK? Donc, de frottement, on va utiliser généralement un F minuscule pour le représenter. Ça, c'est une force qui s'oppose au glissement de l'objet. Donc, moi, mon objet, imaginez que vous avez un objet qui est debout sur un plan incliné. Il va avoir tendance à glisser vers le bas du plan incliné. Le frottement va retenir l'objet pour l'empêcher de glisser vers le bas du plan incliné dans notre exemple. Donc, dans notre exemple, il serait orienté vers le haut parce que mon objet aurait tendance à glisser vers le bas. Donc là, je pourrais avoir un système fermé en équilibre où je pourrais prendre la somme du poids de la normale puis du frottement qui me donnerait 0. OK? Donc là, je pourrais avoir un objet en équilibre. OK? On vous dit ensuite comment tracer des diagrammes de force. Donc ça va être vraiment, vraiment important. OK? Donc nous, ce qu'on va avoir souvent, c'est, on dit, vous allez avoir des situations complexes, puis on va vouloir tracer les forces qui agissent dans ce système. OK? Donc, premièrement, on va toujours, puis c'est le premier point, dessiner l'objet sur lequel on veut analyser les forces. Cet objet seulement et non les objets qui l'entourent. Parce qu'on va être sûr que on regarde toutes les forces qui agissent sur un objet, ben on va juste tracer l'objet en question. On va oublier le reste du montage autour de lui, puis on va regarder toutes les forces qui agissent sur cet objet-là et cet objet-là uniquement. Ensuite, on va tracer des flèches pour représenter les différents vecteurs qui agissent sur lui. Donc, par exemple, le poids, est-ce qu'il y a des cordes? Oui, on trace les tensions. Est-ce qu'il y a des surfaces en contact? Oui, on trace les normales. Est-ce qu'il y a du glissement? Oui, ben là, on va tracer du frottement en plus. OK? On s'entend aussi que, dernière petite précision, pour qu'il y ait du glissement entre deux surfaces, il faut nécessairement qu'il y ait un contact entre deux surfaces. Okay? Ça peut sembler un peu niaiseux comme ça, mais c'est assez évident. Comment il peut y avoir du frottement entre deux surfaces s'il n'y a pas de contact? C'est impossible. Donc, qu'est-ce qu'on en conclut? Que dès qu'il y a un contact, il y a une normale. Ben, que pour qu'il y ait du frottement, on doit nécessairement avoir une normale. Parce qu'une normale représente une force de contact entre deux surfaces. S'il n'y a pas de contact entre les deux surfaces, la normale est zéro. Mais à ce moment-là, il ne pourra jamais y avoir de frottement non plus. Okay? Donc, on peut avoir une normale sans frottement, mais on ne peut pas avoir de frottement sans force normale. Donc, les forces de frottement sont toujours associées à des forces normales. OK? Donc, on précise, puis en le met en caractère gras, devinez pourquoi. On dessine uniquement les forces exercées sur l'objet et on ne se préoccupe pas des forces que l'objet exerce sur son environnement. OK? Donc, on va vous faire des exemples, OK, assez simples. OK? Je vais faire avec vous là, les exemples suivants. Ça va aller assez vite. OK? Donc, on dit la situation suivante.
tracer le diagramme des forces qui s'exercent sur le bloc. Donc, vous avez une corde suspendue au plafond, un bloc suspendu au plafond par une corde. Hey, c'est notre exemple du bonhomme pendu de tantôt. OK? Donc, si je regarde juste mon bloc, OK? Quelles sont les forces qui agissent sur le bloc? Donc, je veux isoler le bloc de son environnement, puis tracer l'ensemble des forces qui agissent sur lui. OK? Donc, j'ai deux forces qui agissent sur lui. J'ai le poids. Donc, évidemment, parce que mon bloc fait 2 kg, il y a une masse. OK? Ben, il ressent un poids qui mesure 2 fois 9,8, 19,6 newtons. Cette force-là est orientée vers le sol. OK? Si cet objet-là ne tombe pas, score max, parce qu'il est retenu par une corde. Donc, la corde va tirer sur l'objet pour l'empêcher de tomber. OK? On demande de déterminer le poids du bloc. Bien, le poids du bloc en B, c'est toujours la même chose. Le poids d'un objet, c'est toujours M fois G. Donc, 2 fois 9,8, 19,6 newtons. En C, on demande la grandeur de la tension dans la corde. Ben, comment on peut faire ça? Ben, intuitivement, si j'ai une force de 19,6 qui me tire vers le bas, je dois avoir besoin d'une force de 19,6 qui me tire vers le haut si je veux que la force nette soit égale à 0. Okay? Donc la tension doit mesurer la même chose que le poids, 19,6 newtons. Un peu plus formellement, comment on aurait pu faire ça? Ben, en fait, c'est ce qu'on va faire dans le futur. C'est on va se tracer un axe qui indique la direction dans laquelle les forces sont positives. Donc moi, je travaille toujours avec, euh, mettons, à une dimension, un axe des x. C'est pas grave, là, vous pouvez mettre y si ça vous tente. Là. Mais je dis comment j'aurais traité ça. J'aurais dit, si je veux que mon objet soit en équilibre, il faut que la somme des forces qui agissent sur lui soit nulle. OK? C'est ça la condition pour avoir un objet en équilibre, c'est notre condition d'équilibre. C'est littéralement ça son nom. OK? Après, qu'est-ce que je vais faire? Quelles sont les forces qui agissent selon X? Ben ici, c'est juste selon X parce que j'ai pas de composante en Y. J'ai un problème en une dimension. Quelles sont les forces qui ont des composantes en X? Ben, j'ai P qui tire vers les X négatifs. Là. OK? Donc, on s'entend. Mes forces sont positives quand elles tirent vers le haut. Ben, ici, mon poids tire vers le bas, il est donc négatif. Donc, c'est moins P. Puis, j'ai la tension qui tire vers les positifs, plus T. La somme égale à 0. Je veux trouver T. T est égal à P. OK? Donc, ça, c'est juste du gros bon sens. OK? Mais c'est parce qu'évidemment, les situations vont devenir plus complexes dans le futur. Donc, c'est pour ça qu'on l'indique quand même. OK? À la question 4, un bloc de 5 kg repose immobile sur une surface horizontale. Donc, j'ai un bloc de 5 kg qui est sur une surface horizontale. OK? Donc, OK. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder juste les forces qui agissent sur le bloc. Donc, je vais venir tracer juste mon bloc ici, puis regarder les forces qui agissent sur le bloc. OK? Donc, j'en ai aussi deux. OK? J'ai évidemment le poids, qui est une force qui tire sur le bloc, orienté vers le centre de la Terre. Puis, comme je disais, si mon bloc ne bouge pas, c'est parce qu'il est appuyé sur la table. OK? Puis, la table va pousser sur le bloc. Donc, quelle est la direction de la force ressentie par le bloc? Bien, le bloc ressent une force qui est orientée vers le haut. Ça, c'est une force de nature normale parce qu'il y a un contact entre le bloc puis la surface, puis la table. Donc, on va avoir une normale. Toutes les forces, ben nous, ce qui nous manque, la seule chose qui nous manque, c'est un axe des X. OK? Donc, pour indiquer que les composantes qui sont dans telle direction vont être positives pour nous. OK? On dit déterminer le poids du bloc. Ben, le poids du bloc, c'est M fois G. Mon bloc fait 5 kg. Il y a donc un poids de 49 newtons. Déterminer la normale. Ben, ce qu'on vient de dire, c'est que mon système est en équilibre. Donc, la somme vectorielle des forces qui agissent sur lui est nulle. Okay? Selon x, ici, puis j'ai juste selon x, il faut que toutes mes composantes en x s'annulent. Quelles sont les forces qui ont les composantes en x? La normale tire vers les x positifs, puis le poids tire vers les x négatifs. Donc, il faut donc que la normale soit égale au poids.
Mon poids mesure 49 newtons, donc ma normale fait 49 newtons elle aussi. À l'exercice suivant, on dit un bloc de 3 kg est suspendu à chaque extrémité d'une corde qui passe par une poulie. Donc le bloc A et le bloc B font 3 kg chacun. Okay. Donc, quelles sont les forces qui agissent sur chaque bloc? Donc, je vais prendre mon bloc A. Quelles sont les forces qui agissent sur lui? Ben, j'ai le poids de l'objet A. Donc, au niveau de la notation, on va commencer à utiliser des indices. Okay? Quand on a plusieurs objets, parce qu'on veut pas avoir, dans un problème, on veut jamais avoir deux fois le même symbole qui ne veut pas dire la même chose. Okay? Donc, ici, on va mettre le poids de l'objet A, parce qu'on regarde juste les forces qui agissent sur l'objet A. Donc, ce bloc-là est retenu par quoi? Par une corde. La corde exerce une certaine tension, puis la corde tire toujours sur mon objet. Okay? Donc, ça, c'est la corde qui tire sur l'objet A, donc je vais mettre tension sur l'objet A. Qu'est-ce qui nous manque? Un axe des X pour indiquer dans quelle direction les forces sont positives. Donc, déterminer le poids du bloc A. Bien, le poids du bloc A, c'est la masse du bloc A fois son accélération, fois 9,8. C'est 3 fois 9,8, ça donne 29,4 newtons. Ça c'est B, pardon. En C, on vous demande le poids du bloc B. Ben, le bloc B, lui, c'est quoi les forces qui agissent sur lui? En fait, c'est littéralement la même chose. On a une tension, puis on a le poids de B. Donc, le poids de B, c'est la masse de B fois 9,8. Ça donne 29,4 newtons. Je sais pas pourquoi mes écouteurs drop constamment, là, mais bon. C'est cela. Puis déterminer ensuite la tension dans la corde. Donc, la tension dans la corde va être combien? OK? Là, si on y allait rapidement, on aurait peut-être tendance à se dire que, bon, c'est peut-être 50, le double de 29,4. OK? On dit, ah, il y a un bloc de 29,4 d'un bord, il y a un bloc de 29,4 newtons de l'autre. La tension doit retenir les deux blocs. Donc, on va mettre une tension de 2 fois 29,4. Mais c'est pas le cas. OK? C'est un petit peu plus touché que ça. On va pas regarder, pour déterminer la tension dans la corde, on va pas regarder la corde. On va regarder les blocs. OK? Donc, supposons que je regarde les forces sur A. OK? Comme mon objet est en équilibre, il faut que la tension A soit égale au poids de l'objet A. OK? Donc, il faut que la tension A mesure 29,4 newtons. J'aurais pu me dire, ouais, mais ça marche pas si je regarde avec B. OK, mais si je regarde sur B, il faut que la tension B soit égale au poids de l'objet B. Ça donne que l'objet B a le même poids de 29,4 newtons. Donc, qu'est-ce que j'en conclus? Que la tension dans la corde, c'est la même des deux bords, c'est 29,4 newtons. OK? Si c'était 60 newtons, imaginez que vous avez un bloc de 29,4 newtons, 30 newtons pour faire un chiffron, qui est attiré vers le sol avec une force de 30 newtons, mais vous le tirez vers le haut avec une force de 60. Qu'est-ce qui va se produire? Bien, cet objet-là va commencer à monter vers le haut. Okay? Puis c'est pas ce qui se produit. Okay? Quand j'ai deux blocs de 3 kg, ben, je n'ai pas soudainement deux blocs de 3 kg qui montent vers le ciel. Okay? Donc, à la question 6, on vous dit, vous avez un bloc de 7 kg immobile sur une surface horizontale, relié à un bloc B de 3 kg par une corde qui passe par une poulie, tracez les forces qui s'exercent sur chaque bloc. Donc, on a à la question 6 un premier bloc A, puis un deuxième bloc B. Okay, donc ça c'est A, ça c'est B. Le bloc B est un bloc qui est retenu par une corde. Donc, on a le poids de l'objet B. Cet objet-là est retenu par une tension dans laquelle il y a une tension T.
Donc, une corde dans laquelle il y a une tension T. L'objet A. L'objet A a un poids qui est égal à PA. OK? On dit il est retenu par la même corde. Donc, ce qu'on a vu déjà, là, c'est que comme c'est la même corde ici, euh, la tension va être la même. Là, ça peut sembler un petit peu bizarre que même si on passe à travers une poulie, la tension soit la même. Mais on vient de le voir dans la question précédente. OK? Dans la question précédente aussi, on avait une poulie, mais on a vu que la corde était la même. Donc, tant que vous avez une seule corde, la tension dans la corde va rester toujours pareille. OK? La corde ne va jamais changer de tension. OK? Donc, ici, là, donc vous avez, oups, vous n'avez qu'une seule corde. Oh, ça n'aime pas ça. Hein? OK? Bon, il n'aime pas ça assez. OK? Donc, excusez. Euh, pardon. Donc, tant que j'ai juste une corde, la tension dans cette corde-là va être toujours la même. OK? Donc, c'est vraiment ça ici qui est important de remarquer. OK? Même si elle passe dans une poulie, la poulie ne va faire que changer la direction d'application de la tension. OK? La tension va toujours rester la même. OK? Donc, déterminer le poids de l'objet A. Ah, OK, excusez, je vais finir mon schéma de force. Donc, j'ai la même tension T qui a la même grandeur qu'ici. Puis on dit qu'il y a un contact avec le plancher, le bloc. Excusez. Voyons, ça s'en vient là. OK. OK. Donc, dans l'objet A est déposé sur une surface horizontale. Donc, il y a un contact entre l'objet A et la surface horizontale. Donc, il va y avoir une force normale exercée sur l'objet A par le plan incliné. OK, par la table, pardon. Ce qui me reste à faire ensuite, mettre un système d'axes pour indiquer dans quelle direction mes forces sont positives. OK. On dit déterminer le poids de A. Mais le poids de l'objet A, c'est la masse de l'objet A fois G. Donc, c'est 7 kilos, c'est ça? C'est ça. Donc, c'est 7 fois 9,8. 7 fois 9,8, ça vaut 68,6. 68,6 newtons. En C, on nous demande de déterminer le poids du bloc B. Le poids du bloc B, c'est un bloc. Le bloc B est un bloc de 3 kg. 29,4 newtons. OK. Pardon. En D, on nous demande de trouver la tension dans la corde. OK. Comment je vais faire? OK. Là, qu'est-ce que je connais? Je connais le PA, je connais le PB. Qu'est-ce que je ne connais pas? Je ne connais pas la normale, puis je ne connais pas la tension. OK. Donc, supposons que je prends les forces qui agissent sur A. OK. Qu'est-ce que j'aurais? Je sais que mon objet A est en équilibre, donc il faut que la somme des forces qui agissent sur lui est nulle, soit nulle, pardon. OK. Mais si je fais ça, qu'est-ce que je me trouve à faire? Ben, j'ai normal plus tension égale à PA. OK? Donc, normal plus tension moins PA égale à 0. Donc, il faut que les forces vers le haut soient égales à la force vers le bas. Donc, j'aurai normal plus tension moins PA égale 0, que je peux réécrire comme ça. Le problème, c'est que je connais ni la normale ni la tension. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller voir les forces qui agissent sur l'objet B. OK? Sur l'objet B, ça va être plus facile. OK? Pourquoi? Parce que j'ai juste deux forces qui agissent sur l'objet B. J'ai la tension qui tire vers les positifs, puis j'ai le poids de l'objet B qui tire vers les négatifs. Donc, il faut nécessairement que la tension soit égale au poids de l'objet B de 29,4 newtons. Okay? Donc, j'ai pu déterminer la grandeur de la tension dans la corde. Okay? Sachant ça, ben maintenant, je peux déterminer la normale. Okay? Donc, ici, la normale va être égale au poids de l'objet A moins la tension. 68,6 moins 29,4.
la normale est égale à 39,2 newtons. Donc, un commentaire là, qui va revenir, des situations-là vont revenir quand même régulièrement. Là. Quand vous avez plusieurs objets reliés par des cordes, si on veut connaître la tension dans la corde, on va toujours regarder l'objet qui est pend au bout de la dernière corde. Okay? Donc l'objet qui pend au bout de la corde, celui-là, nécessairement va nous renseigner sur la grandeur de la tension dans la corde, parce que la grandeur de la tension dans la corde va être directement égale au poids de l'objet qui est suspendu au bout. Ici, c'est plus compliqué parce que comme il est en contact avec la surface, il y a une quantité additionnelle qu'on ne connaît pas qui est la force normale. Okay? Donc, il faut qu'on fasse ça comme ça. On dit le bloc 7, donc le problème numéro 7. Ces problèmes-là, c'est des problèmes assez importants parce qu'à la base, là, tout le reste après va tout le temps être des combinaisons de ce qu'on voit à peu près pour l'instant. Okay? Un bloc de 6 kg est immobile sur une surface horizontale, relié à un bloc de 2 kg par une corde qui passe par une poulie. Tracez les forces qui agissent sur chaque bloc. Bon, j'ai mon bloc A, j'ai mon bloc B. Okay? Donc, on les sépare. Vous remarquez, on les trace toujours séparément. Okay? Donc, quelles sont les forces qui agissent sur le bloc B, par exemple? Okay? Ben, on a le poids de l'objet B qui tire vers le centre de la Terre. Oups. Okay. Évidemment, si mon bloc B est en équilibre, c'est parce qu'une force qui le retire vers le haut. Quelle est cette force? Ben, c'est la tension dans la corde, ici. Okay? Maintenant, si je regarde sur le bloc A, okay? Ben, est-ce qu'il y a des forces normales? Non, il n'y a pas de contact. Est-ce qu'il y a du frottement? Non, il n'y a déjà pas de normal. Donc, s'il n'y a pas de normal, c'est sûr qu'il n'y a pas de frottement. Donc, c'est les seules forces qui agissent sur lui. Sur le bloc A maintenant, quelles sont les forces qui agissent sur A? Ben, j'ai le poids de l'objet A qui tire vers le centre de la Terre. J'ai la corde qui tire sur l'objet A. Okay? Quelle est la grandeur de la tension? Ben, c'est la même tension qui tire sur le bloc B parce que c'est une seule corde ici. Donc, la tension est partout la même. Donc, sachant ça, qu'est-ce que je me dis? Ah, je vais aller trouver le poids de l'objet B, ça va me donner T. Connaissant T, je vais être capable de trouver. Okay? Est-ce qu'il y a d'autres forces qui agissent? Ben, il n'y a pas d'autres cordes, donc il n'y a pas d'autre tension. Cependant, il y a deux surfaces en contact. Okay? Donc, on va avoir une force normale. Le bloc A est appuyé sur la table, donc il va y avoir une force normale qui va apparaître ici. La force normale est toujours perpendiculaire aux surfaces, donc parallèle au poids de l'objet A. Qu'est-ce qu'on remarque? Okay? Que on a encore un petit problème. Si c'était les seules forces qui agissaient, ben oui, notre objet pourrait avoir un normal égal au poids. Mais la tension là-dedans n'est pas contrebalancée par rien. Donc cet objet-là ne serait jamais en équilibre. Cet objet-là se déplacerait, accélérerait vers la droite ici. Si je veux le maintenir en équilibre, il faut que j'aie une force qui l'empêche de glisser. Quelle est la force qui empêche un objet de glisser contre une surface? Mais c'est la définition du frottement. Okay? Donc, le frottement va s'opposer au glissement de l'objet. Donc, dans quelle direction il s'en va? Ben, mon objet, si je tire sur la corde, il a tendance à s'en aller par là. Donc, il a tendance à glisser dans cette direction-là. La force de frottement va être une force qui s'en va dans l'autre direction pour empêcher l'objet de glisser. Okay? Donc, la force de frottement va pointer dans la direction opposée à la tension ici. Okay? Donc, ça va. Est-ce que c'est tout? Non, il manque des axes. Okay? Là, qu'est-ce qu'on remarque? Okay? Normalement, on disait tout le temps, bah, sur un objet avec des forces en une dimension, tracer un axe des X dans une direction arbitraire. Okay? Moi, par convention, ben, je prends toujours X par convention. Est-ce qu'il va vers le haut, vers le bas? On va y revenir plus tard. Mais là, si je regarde ici sur mon objet, j'ai des forces en deux dimensions. Okay? J'ai des forces horizontales puis verticales. Donc, je vais être obligé nécessairement de mettre un système d'axes qui va être différent. Okay? Donc, est-ce que c'est possible de faire? Oui. Okay? Donc, vous pouvez avoir des vecteurs force, pardon, des axes qui ne pointent pas dans la même direction okay, sur deux mêmes objets qui sont dans le même schéma. Okay, là. Donc, chaque objet, puis ça c'est important aussi, là, chaque objet va avoir son propre système d'axes. Okay. Puis je pense que ça vaut la peine de l'écrire. Donc,
chaque objet peut avoir son propre système d'axes. OK? Donc ça, c'est important de le remarquer. OK? C'est ce qu'on va faire ici. Donc, on dit déterminer la tension dans la corde. Ah, mais là, vous voyez, on commence à faire prendre des raccourcis. On dit la tension dans la corde. Pour la déterminer, on va passer par... oh, OK. On va passer par les forces qui agissent sur l'objet B. On se souvient, c'est l'objet qui est suspendu au bout du montage qui va nous donner la tension dans la corde. Donc, la tension dans la corde est égale, on va faire la somme des forces sur l'objet B est nulle. Donc, ça, selon X, on a juste deux forces. On a la tension positive moins le poids de l'objet B négatif. Donc, la tension est égale au poids de l'objet B. L'objet B a un poids qui est... c'est un objet de 3 kg. Excusez. C'est un objet de 2 kg. OK? Donc, 2 fois 9,8. La tension est donc de 19,6 newtons. OK? En, pardon. En C, on vous demande de trouver la grandeur de la force normale. OK? Bon, mais là ici, je vais aller regarder la force normale agit sur le bloc A. Donc, je vais regarder la somme vectorielle des forces qui agissent sur le bloc A. OK? On se souvient, si mon objet vectoriellement est en équilibre, ça veut dire qu'il est en équilibre en X et il est en équilibre simultanément en Y. OK? Donc, il faut que les composantes en X s'annulent et que les composantes en Y s'annulent indépendamment les unes des autres. OK? C'est sûr que si on y pense, intuitivement, ça tue l'allure. Mais imaginez que je tire là-dessus ici. Ça n'a aucune influence sur la normale d'un objet ou le poids ici. Là, okay? Le fait que mon objet se déplace de côté, ça n'a aucun lien avec le fait qu'il se déplace comme ça. Donc j'ai beau tirer comme ça, ça ne va pas influencer le mouvement comme ça. C'est ça ici qui est important de remarquer. Okay? Donc les forces horizontales puis les forces verticales, en le fond, les forces perpendiculaires les unes aux autres, n'ont jamais d'influence les unes sur les autres. Okay? Donc, quelles sont les forces qui ont des composantes selon l'axe des X? Bien, selon l'axe des X, j'ai ma tension qui tire vers les positifs, puis j'ai ma force de frottement qui tire vers les négatifs. En Y, quelles sont les forces qui ont des composantes en Y? Bien, j'ai la normale qui tire vers les Y positifs, puis j'ai le poids qui tire vers les Y négatifs. Okay. Donc là, ici, qu'est-ce que je remarque? Bien, je remarque que la force de frottement est égale à la grandeur de la tension, puis je remarque que la normale est égale au poids de l'objet A. Okay? Donc, quelles sont les questions? Trouver la normale. Bien, la normale est ici, est égale au poids de l'objet A. Mon objet A est un bloc de 6 kg. Okay? Donc, 6 fois 9,8. La normale est donc égale à 58,8 newtons. Okay? Puis, elle n'est pas affectée par la tension. Quelle est la grandeur de la force de frottement? Bien, la force de frottement a la même grandeur que la tension, 29,4 newtons. Okay? Non, excusez, c'est un bloc de 2 kg. 19,6 newtons. Grandeur de la tension. Okay? Donc, j'ai trouvé la réponse à C, puis la réponse à D. Ce qui est important ici de retenir, chaque objet avait son propre système d'axe. Okay? Puis, les forces en X puis les forces en Y sont indépendantes les unes des autres. Okay? Donc, c'est un petit peu l'objectif ici de l'exercice. Le problème numéro 8 maintenant. Okay? Puis, je vais finir avec celui-là. On dit un bloc de 4 kg se trouve sur un bloc B de 5 kg. Quelles sont les forces qui agissent sur chaque bloc? Bon, ben, je vais prendre la situation qui est ici. Je vais tracer mon bloc A de 4 kg, puis mon bloc B de 5 kg. Donc, mettez-vous à la place du bloc A. Qu'est-ce que vous ressentez?
vous sentez l'attraction gravitationnelle de la Terre. Donc, une force qui vous tire vers le centre de la Terre, qui est le poids de l'objet A, qui est la force gravitationnelle exercée par la Terre sur l'objet A. Mais vous ressentez aussi une autre force. Si vous n'êtes pas en train de tomber, c'est parce que vous êtes appuyé sur le bloc B, puis le bloc B pousse contre vous. Okay? Donc ça, c'est une force normale exercée sur le bloc A par le bloc B. Okay? Donc ça va être la convention qu'on va utiliser. NAB, c'est force exercée sur A par B. OK? Donc ça, c'est notre convention qu'on va utiliser, nous. OK? Pourquoi? Ben, c'est parce que si on dit trouver la normale entre les blocs A et B, ben ici, ça va être assez de renseignements. OK? Je sais que mon système est en équilibre, donc il faut que la somme des forces qui agissent sur lui soit égale à 0. Quelles sont les forces qui agissent sur lui? Ben, j'ai juste des forces en X, donc il faut que la normale AB moins le poids de l'objet A soit égal à 0. Donc il faut que la normale AB soit égale au poids de l'objet A. Mon objet A est un bloc de 4 kg. Donc 4 fois 9,8, 39,2 newtons. Donc la normale AB fait 39,2 newtons. On dit déterminer la normale entre le bloc B et le plancher maintenant. Okay? Bon, on va aller regarder les forces qui agissent sur B. Quelles sont les forces qui agissent sur B? Bien, vous avez le poids de l'objet B. Ça, c'est quoi? Mais on regarde juste le bloc B. Okay? C'est la grandeur de la force gravitationnelle qui tire sur le bloc B. Mettez-vous à la place du bloc B maintenant. Qu'est-ce que vous ressentez? Okay? Vous ressentez deux forces normales exercées contre vous. Pourquoi? Bien, c'est parce que vous êtes pris en sandwich entre le plancher et le bloc A. Donc, le bloc A pousse sur vous vers le bas, pendant que le plancher pousse sur vous vers le haut. Okay? La force qui est exercée par le bloc A, c'est une force normale ici qui pousse sur vous comme ça. Ça va être la force normale exercée sur le bloc B par le bloc A. Okay? Ça, c'est notre convention. On va y revenir à c'est quoi sa grandeur. Puis, il y a une autre force également qui est, si on avait juste ça, ben, le bloc tomberait. Donc, il faut que le plancher retienne le bloc. Comment il va faire ça? Il va exercer sur lui une force normale. Donc, ça, c'est la force normale exercée sur le bloc B par le plancher ou par la table. OK? Qu'est-ce qu'on connaît? Ben, nous, ce qu'on a dit déjà une couple de fois, c'est que la grandeur de la force N normale AB doit être la même que la grandeur de la normale BA. Okay? Donc, c'est deux forces de grandeur égale puis de direction opposée. Vectoriellement, on dirait que la normale AB doit être moins la normale BA ici. Okay? C'est la troisième loi de Newton, on va y revenir un petit peu plus tard. Mais déjà, ça me permet de trouver la grandeur de la force exercée sur l'objet B par l'objet A. Okay? Maintenant, on va venir se tracer un axe des X ici, positif vers le haut. Puis, on va utiliser notre condition d'équilibre. Oh boy, je commence à avoir un petit peu de misère. Donc, quelles sont les forces qui tirent le long de l'axe des X? Attendez une seconde, là, je reviens dans 2 secondes. Bon, excusez, là, c'était juste, je commençais, je pense, le site web commençait pas trop à triper, là, ok? Donc, je disais, on veut déterminer la grandeur de la normale ici. On sait que la normale ici va avoir la même grandeur que l'autre qui était de 29, de 39,2. Donc, quelles sont les forces qui ont des composantes en X? On va revenir à ça. Donc, j'ai la normale exercée sur B par le plancher qui est positif, qui pousse vers les X positifs. Puis, j'ai deux forces qui sont négatives. La normale exercée sur le bloc B par le bloc A, puis le poids du bloc B. Ces deux forces-là sont négatives. Donc, la normale exercée sur le bloc B par le plancher
est simplement la somme des deux ici. OK? Donc celle-là mesurait combien? Elle mesurait 39,2. C'était notre 4 fois 9,8 de tantôt. Puis le poids de l'objet B, ben l'objet B, c'est un bloc de 5 kg. OK? Donc son poids, c'est 5 fois 9,8 qui vaut 49. OK? Donc on trouve une force NBA de 49 plus 39,2 égale à 88,2 newtons. Attendez une seconde. Donc, on vient de dire, cette normale-là mesure 88,2 newtons. OK? Donc, la force normale exercée sur le bloc B par le plancher est de 88,2 newtons. Je vais juste passer un petit commentaire. C'est, mettez-vous à la place du plancher. OK? Nous, on vient de dire qu'on a un bloc de 4 kg sur un bloc de 5 kg sur le plancher. Le plancher exerce une force de 88,2 newtons pour retenir tout ça. OK? Si j'avais eu juste un bloc de 9 kg sur la table, OK? Quelles auraient été les forces là-dessus? Puis je termine avec ça. J'aurais eu une normale puis un poids. La normale aurait été égale au poids. 9 fois 9,8. 9 fois 9,8, ça vaut combien? Je vous laisse deviner. 88,2. OK? Donc, ça a été la même chose. Vous allez dire, ouais, mais pourquoi j'ai pas juste fait ça d'abord? OK, ben, vous auriez pu, premièrement, OK? Mais l'autre point qui est plus important, c'est que vous n'auriez jamais été capable de trouver la force entre le bloc 4 et le bloc de 5 kg si vous aviez fait les forces qui agissent sur ce gros tapon-là. OK? Mais c'est vrai en même temps de dire que le plancher, lui, là, il ressent juste une force normale de 88,2 qui pousse contre lui. Il ne sait pas si c'est un bloc de 5 kg plus un bloc de 4 kg, un bloc de 9 kg, 9 blocs de 1 kg. Il s'en fout. Lui, tout ce qu'il sait, c'est qu'il y a une force qui s'exerce sur lui de 88,2 newtons vers le sol. Donc, il va pousser avec une force de 88,2 newtons vers le haut. Okay? C'est comme ça qu'il va rester en équilibre. Okay? Donc, c'est en choisissant judicieusement l'objet qu'on analyse, ben, on est capable de trouver des fois des forces entre les parties mêmes dans un montage. Okay? Mais c'est sûr que si on regarde les forces qui agissent sur l'ensemble de l'objet, on ne trouvera jamais les forces internes à notre système. Mais ça, c'est toutes des subtilités sur lesquelles on va revenir plus tard. Okay? Je vous laisse faire le numéro 9 parce que le numéro 9 est une combinaison des exercices qu'on a vus précédemment, puis ça va vous faire une bonne petite pratique. Okay? Donc, qu'est-ce qu'on a vu en résumé? On a vu comment additionner des forces. On les décompose en coordonnées cartésiennes comme on le fait avec les autres. On traite les forces en X et les forces en Y indépendamment les unes des autres. On a vu les 4 types de forces qui sont poids, tension, normale, puis frottement. Okay? On a vu comment c'était quoi la principale propriété. Okay? Puis on a appris à faire des schémas de force. Puis on a appris à placer des systèmes d'axes. On a commencé à voir les lois de Newton sans trop en parler explicitement. On a vu la distinction entre le poids puis la masse. Donc c'est un cours qui est quand même assez chargé. Puis je vous invite à bien maîtriser la matière qu'on a vue aujourd'hui parce que dans les prochaines semaines, on va vraiment beaucoup se baser là-dessus. Puis c'est vraiment crucial de bien comprendre ce qu'on a fait aujourd'hui ensemble. Donc, je vous remercie pour votre attention, puis on se revoit bientôt. Bonjour.